il est temps d'attaquer le chapitre 5 sur le phénomène d'induction électromagnétique, et ça se traduit par la troisième équation de Maxwell. En fait, ça va être notre dernière, puisque nous en avons déjà vu 3 ensemble, mais celle que nous voyons aujourd'hui est classée classiquement en troisième position. Alors, avant d'attaquer à proprement parler l'équation locale de Maxwell dite Faraday, on va faire quelques rappels d'un cours de niveau 1, électromagnétisme niveau 1, pour rappeler un peu le phénomène d'induction électromagnétique. Alors l'idée ici, on va le faire sur un montage classique, qu'on appelle le rail ou les rails de Laplace. Donc ici, vous avez un système de conducteurs en U, ils vont être fixes. Et en revanche, donc on note C, D, E, F, les 4 sommets du rectangle que forment ces 3 rails fixes avec une barre mobile. Le segment ED est une barre mobile, en cuivre par exemple, qui est en contact électrique au point E et D, et cette barre est tractée par un opérateur extérieur à la vitesse V, qui est supposée uniforme, bien que ce ne soit pas une obligation stricte. Ce dispositif baigne dans un champ magnétique B uniforme, il est le même dans tout l'espace, et peu importe comment il est créé, ce n'est pas la question ici, et il faut bien faire une hypothèse. Si on dessine, on fait l'hypothèse que B est perpendiculaire au plan du tableau, donc dirigé, entrant dans la salle, dirigé vers vous. Alors, c'est une expérience historique, et quand on la réalise, on se rend compte qu'il y a un courant qui apparaît dans le circuit fermé par la barre mobile, qu'on appelle un courant induit, bien qu'il n'y ait pas de source de tension dans le circuit CDEF. Et le courant qui est induit résulte d'une force électromotrice, elle-même qui résulte du phénomène d'induction électromagnétique. Alors on va faire un peu l'interprétation sur la base des porteurs de charge qui sont dans le circuit, puis nous allons ensuite écrire les équations, aboutir au fameux E égale moins dφ sur dt, loi de Faraday, et voilà un petit peu le programme pour ce premier paragraphe. Alors l'idée, c'est qu'il y a réparti sur tout le circuit, mettons, tout est en cuivre, il y a des porteurs de charge qui sont libres de circuler parce que peu liés au réseau cristallographique. Bien que ce soit des électrons, les porteurs libres, on va travailler sur des charges fictives qui seraient des charges positives. C'est plus simple pour le raisonnement. Alors, on va commencer par le segment mobile, ED, donc il y a des charges positives ici. Plus. Elles sont entraînées, puisqu'elles appartiennent au segment ED, elles sont entraînées à la vitesse V par l'attraction de l'opérateur extérieur. Et donc elles subissent une force F égale Q, V vectoriel B. Donc V est dirigé horizontal vers la droite, B est dirigé, en fait, entrant vers vous. Ça veut dire que les porteurs, comme ils sont chargés plus, même si c'est fictif, en fait, ils subissent une force qui est dirigée vers le bas. Donc, en fait, ils se mettent en mouvement. Et c'est l'origine du courant électrique. C'est l'origine du courant électrique. On peut noter V vectoriel B égale Q est égal à E indice EM. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? La force dite de Lorentz, c'est une force. Donc, on peut la réécrire, on peut l'interpréter comme étant une force de Coulomb, avec le champ électromoteur qui serait égal à V vectoriel B. Donc, avec évidemment E indice EM égale V vectoriel B. On peut le représenter au tableau. Donc le champ électromoteur qui s'applique par exemple ici. Encore une fois, V vectoriel B, ça fait, règle de la main droite, ça fait un champ électromoteur qui est dirigé vertical vers le bas.
Pour une charge qui serait sur ce segment, parce que donc les porteurs se mettent à circuler, bien qu'il n'y ait pas de FEM, il n'y ait pas de source de tension, il y a la FEM qui va apparaître du phénomène d'induction. Donc par exemple, ce porteur-là, il a une vitesse qui est dirigée horizontale, ça c'est son V. Donc V vectoriel B, ça fait un champ électromoteur qui est dirigé ici vertical vers le haut. On peut le noter, mais on verra tout à l'heure que ce champ électromoteur ici ne participe pas en fait à la création du courant induit. Ici, les vitesses sont dirigées vertical vers le haut pour une charge positive. Ça fait un champ électromoteur, donc V vectoriel B, ça fait un champ électromoteur qui est horizontal dirigé vers la droite. Et enfin, ici, comme le vecteur vitesse est opposé par rapport à celui-ci, c'est assez évident que le champ électromoteur est dirigé vertical vers le bas. Alors, le phénomène d'induction électromagnétique, en fait, est lié à ce champ électromoteur, qui est lié lui-même au déplacement de la barre mobile ici, qui met en fait en mouvement des charges. Si nous étions en pur électrostatique, à ce moment-là, lorsqu'on calcule la circulation sur le contour fermé, alors il faut choisir un sens de circulation. Quand on circule, on va prendre ce sens-là, c'est le sens horaire. Ça veut dire qu'on circule de C vers F, de F vers E, de E vers D et de D vers C. À ce moment-là, la circulation d'un champ électrostatique sur ce contour fermé est nulle. Parce que c'est une propriété fondamentale d'un champ électrostatique. On rappelle que une circulation d'un champ électrique sur un chemin est égale, au signe près, est égale à la variation ou la différence de potentiel entre le point initial et le point final. Comme ici, on circule sur un contour fermé, ça veut dire que delta V, c'est V initial moins V initial, ça fait 0. Donc pour un champ statique, je mets le S ici, pour un champ statique, il n'y a pas de circulation non nulle sur un circuit fermé. Mais ce champ ici n'est pas lié à un champ statique. Ça veut dire que si je calcule la circulation de ce champ sur le contour fermé gamma, j'obtiens par définition une force électromotrice. Et c'est cette force électromotrice qui va être à l'origine de la circulation d'un courant dit induit, qui en l'occurrence va circuler de E vers D, donc dans le sens positif de notre contour orienté. Et ça, c'est nouveau. Je répète, pour un champ statique, la circulation est nulle sur un contour fermé. Elle est non nulle pour un champ électrique qui n'a pas une origine purement statique, c'est-à-dire qui ne serait pas créé par des charges Q au repos. Alors, il s'agit maintenant de regarder que vaut cette circulation. On est capable de la calculer, c'est relativement assez facile. Pourquoi? Parce que sur les trois brins CF, FE et DC, comme vous l'avez constaté ici, le champ électromoteur est toujours perpendiculaire au déplacement élémentaire sur les brins correspondants. Là, les déplacements DL sont horizontaux, le champ électromoteur est vertical. Ici, les déplacements DL sont verticaux, le champ électromoteur est horizontal, et ainsi de suite. Ça veut dire que sur ces trois brins-là, les produits scalaires sont nuls. Ça veut dire qu'il n'y a de circulation non nulle que sur le brin ED, qui est le seul brin mobile du dispositif. Et du coup, comme le champ électromoteur est V vectoriel B, B uniforme et V, donc aussi V constant, ça veut dire que, je vais un peu vite, mais ça veut dire que la circulation du champ électromoteur sur ce brin, c'est tout simplement le produit de la norme du champ que multiplie la longueur
du brin. Cette longueur, je la note petit a, parce que c'est la même qu'ici. C'est un rectangle. Il y a encore évidemment la question du signe, qu'on va aussi aborder, mais on peut d'ores et déjà écrire qu'on a V fois B, parce que V et B sont perpendiculaires entre eux, donc la norme du produit vectoriel, c'est le produit des normes, multiplié par la longueur du segment petit a, et il reste à regarder le signe. Alors, on a dit qu'on circulait de C vers F, de F vers E, de E vers D, puis de D vers C. Ça veut dire que les DL, ils ont même sens que le champ électromoteur, dans notre hypothèse des charges positives. En d'autres termes, la circulation est positive. Donc, un signe plus. Et du coup, puisqu'il y a une F et M, eh bien, il apparaît un courant induit, I égale E sur R, c'est égal à B à V sur R, où R est la résistance électrique totale du circuit dans lequel circule ce courant induit. Notez que lorsque la barre se déplace, la longueur de cuivre augmente un peu, et par conséquent, avec le temps, a priori, R est susceptible d'augmenter. Mais sur un laps de temps suffisamment court, on peut considérer qu'il est constant. Bien. Alors maintenant, on va réinterpréter tout ça en termes de variation de flux du champ magnétique. Et on va évidemment aboutir à la même formule de la F et M, moyennant la fameuse loi de Faraday que, a priori, vous avez déjà vu dans un cours de niveau 1 d'électromagnétisme. Alors, en fait, on va changer de tableau. Je vais avoir besoin de naviguer régulièrement entre mes deux tableaux. Donc, on va appeler phi indice B le flux du champ magnétique, mais évidemment pas à travers une surface fermée, parce que si la surface est fermée, on obtient 0. Le flux de B à travers une surface fermée est toujours nul, divergence B égale 0, vous l'avez bien compris. Ici, on va calculer le flux à travers S, S étant une surface quelconque qui s'appuie sur le contour de circulation. Alors c'est clair qu'on a tout intérêt à choisir la surface qui est dans le plan du tableau. Donc c'est la surface du rectangle CFED. Je répète, CFED. Je ne la hachure pas, ça rend le schéma difficile à lire, mais vous avez compris. Qui dit intégrale de flux dit surface orientée. La surface n'est pas fermée, donc la fameuse règle des flux à travers des surfaces fermées ne s'applique pas. Il faut choisir ici une orientation de la surface. En fait, on ne la choisit pas en réalité, parce que dès lors qu'on a orienté le contour de circulation, en fait, on a aussi orienté la surface dans le même temps, même si on ne s'en est pas rendu compte. Et ça, c'est en fait moyennant la règle de la main droite. Donc, on peut remontrer ça ici. Le contour est orienté dans le sens horaire. Hein, ça veut dire que on oriente... en fait, quand on tourne, en fait, on visse. Ou alors, on peut le voir comme ça. Le contour est orienté sur les... je fais des contorsions. Hein. Le contour est orienté dans ce sens. Ça veut dire que le DS... Le DS est sortant. J'insiste beaucoup sur le fait que l'orientation de DS n'est pas à votre discrétion, elle doit être compatible avec celle que vous avez fait de votre contour. Sens horaire, le DS est sortant. Si on avait pris sens anti-horaire, on aurait eu un DS entrant. Et ça, c'est important. Parce que si on ne comprend pas que les deux orientations sont liées entre elles, évidemment, on a une chance sur deux d'avoir un signe faux. Et puis, loi de Murphy oblige, on a quasiment 100% de chance d'avoir un signe faux. Donc, maintenant, on va faire l'hypothèse qu'à l'instant t égale 0, la barre mobile est ici en x égale 0. Ça veut dire qu'à l'instant t quelconque, la barre mobile va être à x égale v fois t. Parce que la barre est tractée à v constant, et on a laissé s'écouler un temps t, donc par définition triviale de la vitesse, distance parcourue divisée par temps de parcours,
On sait qu'à l'instant t, la barre est en position x égale v fois t. On a maintenant tout pour calculer le flux. Alors, regardez ici, b scalaire ds, les deux vecteurs sont anticollinéaires. Ça veut dire qu'ici, on va obtenir moins norme de b fois ds, à cause des orientations, sur la surface S. B étant uniforme, il sort de l'intégrale, et on obtient finalement moins B, somme de ds sur la surface rectangulaire qui s'appuie sur le contour de circulation, c'est-à-dire moins B fois A, qui est le côté vertical, fois VT, puisque à un instant t donné, ça c'est la dimension A qui ne bouge jamais, et cette longueur vaut V fois T à T donné. Ça veut dire que le flux doit être défini de façon instantanée, donc on va le réécrire. Le flux de B à travers T, c'est fonction du temps, et ça vaut moins B fois A fois V fois T. Et il est presque immédiat de constater que la FEM de tout à l'heure, E, s'écrit dans ce formalisme, en fait, moins dφ sur dt. C'est la fameuse loi de Faraday, qui est en fait une loi macroscopique, intégrale, à travers cette quantité-là, qui n'est pas une quantité locale. Là, on a bien intégré. D'accord, c'est instantané en ce sens que c'est une dérivée par rapport au temps, mais spatialement, c'est bien intégral, à cause de ce flux. Voilà pour le phénomène de l'induction, c'est bien sûr juste un rappel, il y aurait beaucoup à dire encore, mais on a fait l'essentiel, nous sommes prêts maintenant à attaquer la définition locale de la loi de Faraday.